Hop. Donc, ce webinaire se déroulera en plusieurs parties. Nous allons avoir un premier temps, après une introduction de témoignages de 3 conseils de développement avec un temps d'échange. Et puis, sur la deuxième heure, nous allons vous proposer de vous répartir dans des salles pour travailler en petits groupes. Et à la fin, on aura un temps de restitution pour mettre en commun tout l'ensemble des réflexions. Voilà pour le déroulé de ce webinaire. Donc voilà, on est ensemble pendant 2 heures. Donc voilà, vous avez à peu près le timing, 1 heure sur le partage d'expérience et puis après 1 heure sur les ateliers. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Clémence pour la suite. Oui, bonjour à tous. Alors, pour commencer, pour introduire le sujet, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on revienne sur les enseignements qu'on a pu recueillir au sein du réseau dans la réunion des techniciens qui avait été organisée, donc c'était fin janvier. Et au cours de cette réunion, on avait demandé aux techniciens et techniciennes de conseil de développement de réfléchir le temps d'un atelier sur la réinstallation à distance. Donc, il y a déjà eu un petit travail en amont sur ce sujet. Et au cours de ce temps d'échange, eh bien, il y a plusieurs enseignements qui ont pu être recueillis. Et en les regroupant, on peut les regrouper en trois enseignements principaux. Le premier, qui était un enseignement qui est beaucoup revenu, c'est le fait qu'une réinstallation, qu'une installation, ça se prépare. Ça se prépare à la fois sur le fond, c'est-à-dire il faut présenter son conseil de développement. Si on veut avoir des nouveaux membres, il faut leur expliquer ce qu'est un conseil de développement, mais aussi ce qu'il n'est pas, pour être sûr qu'il n'y ait pas ensuite de décalage entre les attentes et la réalité. Là-dessus, c'est quelque chose que vous faites sans doute déjà très bien, donc il n'y a rien de nouveau pour vous. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait que comme cette installation elle a lieu à distance, peut-être que ces temps d'échange, eh bien, ils vont plus se faire, par exemple, par des visioconférences. Donc, ça peut être des temps de questions-réponses pour être sûr que les membres potentiels comprennent bien de quoi il s'agit en parlant de conseil de développement. Ensuite, concernant la forme, il y a également un gros travail ici à faire pour une installation à distance en amont de celle-ci. Parce qu'en fait, quand c'est en présentiel, forcément, il faut louer une salle, enfin, il faut réserver une salle, il y a toute une organisation. Mais quand c'est à distance, c'est toute une autre organisation qui nécessite pas mal de préparation. Il faut déjà trouver la bonne plateforme. Donc ça, les plateformes qui sont utilisées principalement, c'est soit Zoom, soit Teams. Donc, il faut trouver une bonne plateforme, il faut bien la maîtriser, ce qui n'est pas forcément évident. Si, par exemple, vous voulez faire un sondage, il faut que ce sondage, vous soyez sûr de bien pouvoir le mettre en place pendant la plénière. Pareil, si vous voulez, diviser la plénière en sous-groupes, c'est des possibilités qui sont offertes par Zoom, par exemple. Ça nécessite un petit peu d'organisation, il faut se préparer en amont. Donc pour vous, il va sans doute falloir s'entraîner sur la forme de l'organisation de cette installation à distance, mais il va aussi falloir accompagner les personnes qui veulent participer à cette séance d'installation pour être sûr qu'eux-mêmes puissent bien participer. Parce que utiliser une plateforme comme Zoom ou Teams, c'est pas du tout quelque chose de inné. Ça nécessite de comprendre comment ça fonctionne, un certain temps d'adaptation. Donc, une solution, ça peut être par exemple d'organiser en amont des temps d'échange avec les participants ou par exemple vous partagez votre écran, vous leur montrez comment ça fonctionne pour être sûr que le jour J, ils puissent bien se connecter et participer à la séance d'installation. Donc, un gros travail d'installation en amont, c'est vraiment le point qui était le plus accentué. Ensuite, un autre point, c'était de proposer un format mixte. Alors là-dessus, en fait, l'idée, c'est par exemple pour que les échanges soient assez dynamiques pendant l'installation, donc pendant cette plénière, par exemple. L'idée, ça pourrait être que le bureau se réunisse en présentiel, donc dans une salle qui est le bureau, tandis que les participants, ils seraient depuis chez eux en distanciel. Ça peut rendre les échanges un peu plus dynamiques et rendre la plénière plus attractive, plus interactive.
Une autre possibilité, c'est d'essayer de choisir une plateforme qui permet de se connecter par téléphone. Zoom propose notamment ça. Donc, si par exemple un participant a du mal à se connecter via le lien Internet, peut-être que ce sera plus simple pour lui de se connecter par téléphone. Donc, c'est une autre possibilité. Et puis, d'autres possibilités, ce qui peut être pas mal, c'est si quelqu'un a du mal à se connecter, s'il rencontre vraiment des difficultés, peut-être que proposer une alternative en présentiel, ça peut être une solution. Donc, dans ce cas-là, il faudrait prévoir, par exemple, une salle où les participants qui auront du mal à se connecter en distanciel pourraient se connecter directement dans une salle déjà équipée. Donc, c'est une solution à peut-être développer. Et puis, diffuser le PowerPoint en amont, ça peut aussi aider aux personnes qui sont notamment connectées par téléphone à suivre. Et puis, dans les enseignements, la dernière partie, une fois que cette installation s'est merveilleusement bien passée, ce qui a un dernier point qui est également pas mal revenu et qui est très important, c'est d'assurer l'intégration des nouveaux membres. Donc, la première solution qui est assez simple, c'est d'enregistrer la séance d'installation. Donc, comme on le fait actuellement, il y a souvent la possibilité de faire un enregistrement. Donc, en enregistrant, ça permet aux absents de pouvoir ensuite regarder cette séance d'installation et de bien comprendre tout ce qui s'y est passé. Ensuite, pour intégrer les nouveaux membres, ce qui peut être intéressant, c'est d'organiser des séances d'information. Ça peut être avec des membres du conseil de développement qui étaient déjà présents dans le conseil auparavant, avant cette séance d'installation. Ça peut être donc d'organiser des échanges avec ces anciens membres pour qu'ils expliquent les travaux qui ont déjà été menés, quelle place ils ont eu dans le conseil de développement. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'organiser des temps d'échange avec des personnes des intercommunalités pour qu'ils expliquent le lien qu'ils ont avec le conseil de développement, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. Et en plus de ces séances d'information, un point qui est beaucoup revenu et qui est aussi essentiel et qui là est assez difficile à faire en ce moment au vu du contexte, mais c'est d'essayer de maintenir des moments de convivialité parce que être bénévole dans un conseil de développement, on le fait par conviction, mais bon, si ça peut être un bon moment, c'est quand même sympathique. Donc, essayer de maintenir ces moments de convivialité. Et là-dessus, il y a par exemple des plateformes qui proposent d'organiser des cafés virtuels en organisant par exemple des sous-groupes de 8 personnes. Et puis, toutes les 10 minutes, les sous-groupes changent. Comme ça, chacun peut échanger un peu avec tout le monde et apprendre à se connaître. Ça peut être sinon des réunions en plus petits groupes pour que les gens apprennent à se connaître. Donc voilà, essayer, malgré le contexte, de maintenir ces moments de convivialité pour maintenir aussi l'engagement dans le long terme des nouveaux membres et qui ne se désengagent pas parce qu'ils ne retrouvent pas cette convivialité. Donc voilà, ça demande un travail, mais c'est les principaux enseignements qu'on a pu recueillir. Peut-être que ça suscite des questions chez vous. Alors, je vois une question sur quel type d'assistance technique, les qualités professionnelles attendues. Donc, bon, effectivement, tout dépend de ce qu'on parle par la séance plénière d'installation. Donc, si c'est une séance où chacun est derrière son ordinateur, le type d'assistance technique, c'est surtout voilà, pour aider les personnes individuellement à se connecter. Donc, prévoir une personne de l'équipe du conseil de développement qui est dédiée aux problèmes techniques, avec peut-être un numéro de téléphone sur lequel on peut joindre la personne quand on n'arrive pas à se connecter. Cette personne-là, voilà, aussi, elle veille au bon fonctionnement du webinaire. Quand il y a une salle d'attente, elle peut faire, de la visioconférence, elle peut faire rentrer les personnes dans la visioconférence, diffuser la présentation, enfin voilà, s'occuper d'une personne dédiée vraiment à la technique. Après, il est vrai que si la séance d'installation combine un format en présentiel et en distanciel, là, cela suppose vraiment de s'appuyer sur des compétences techniques qui sont parfois internes, je pense à l'agglomération ou la métropole, puisque voilà, il y a des questions de comment on va faire la captation vidéo, comment voilà, on accorde ça avec le logiciel de visioconférence. Donc, effectivement, c'est des problèmes à résoudre avant la séance d'installation. Donc, effectivement, il y a la possibilité parfois de se connecter par téléphone pour les personnes qui n'ont pas de matériel informatique.
Donc, c'est possible, mais il est vrai que du coup, les personnes qui se connectent par téléphone ne peuvent pas voir, par exemple, les présentations qui sont diffusées. Donc voilà, il y a certaines limites à se connecter simplement par téléphone, mais bon, ça peut aider pour les personnes aussi qui ont des problèmes de connexion Internet. Alors, oui, donc pourrions-nous entendre des membres pour connaître leurs attentes pour la séance d'installation quand ils sont nouveaux, leurs questionnements, leur état d'esprit. Donc, effectivement, c'est l'objet de cette réunion. Et donc, on va passer au témoignage. Et puis après, on aura toute une séquence d'ateliers aussi où on pourra revenir sur ces différents points-là. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Clémence, on peut passer à la suite. Oui, alors on a la chance d'avoir 3 conseils aujourd'hui qui vont nous témoigner leurs expériences respectives sur cette installation à distance. Et si vous voulez bien, on peut commencer par Isabelle Moreau et André Curmi du Conseil de développement Grand Angoulême. Alors en fait, donc, le Conseil de développement Grand Angoulême, il s'est installé en février à distance. Et ma question, elle est toute simple, c'est comment est-ce que cette installation à distance que vous avez déjà réalisée, est-ce qu'elle s'est passée pour votre conseil? Alors j'ai vu que André Curmi était là, je sais pas si j'ai la Isabelle parole. est aussi, oui. J'ai la parole donc, Oui. Clémence. Complètement. Merci. Et ça s'affiche donc ou pas. La diapositive préparée par Isabelle? Oui, alors normalement, elle est sur le PowerPoint juste après. Voilà. Voilà, super. Alors, c'est qui est toujours formidable avec le travail d'Isabelle, c'est qu'avec son esprit de synthèse et la connaissance vraiment très fine qu'elle a du conseil de développement et puis tout le travail qu'elle produit, les choses paraissent parfaitement claires, parfaitement logiques. On voit les étapes se dérouler et vous l'avez souligné d'emblée, nous en sommes déjà à l'étape 4 et en cours de l'étape 5. L'étape 4 étant derrière nous, celle de l'installation du conseil de développement en plénière. Alors, quand on voit tout ça, c'est vrai que ça paraît relativement simple et peut-être qu'il faut un tout petit peu donner une perspective historique pour comprendre comment ça a pu se mettre en place de cette façon-là. La perspective historique, elle renvoie aussi en écho à des questions que vous venez juste de proposer, celle de la mobilisation des anciens membres, ceux qui ont été jusqu'au bout dans le travail, jusqu'au début du mois de mars 2020, avant donc le changement d'exécutif communautaire, et qui ont été mobilisés et valorisés sur les travaux qu'ils avaient produits pendant toute l'étape antérieure. Ça s'est vérifié jusqu'au dernier moment par des moments de convivialité et par un retour d'expérience qui a été notamment matérialisé par une vidéo qui s'appelait Mémoire du Conseil de développement et dont tous les membres ont pu bénéficier. Ça s'est vérifié par la mobilisation de l'ancien comité d'animation, en tous les cas d'une bonne partie de l'ancien comité d'animation du CDD, qui au moment donc de battement, de latence entre les deux exécutifs communautaires, puisque comme tout le monde, vous avez vécu comme nous la crise qui a fait que n'a pas pu s'installer avant le mois d'octobre un nouvel exécutif communautaire, eh bien, l'ancien comité d'animation est resté mobilisé. Il a agrégé aussi un certain nombre de membres nouveaux et il a travaillé. Il ne s'est pas contenté de se connecter, de se réunir, d'échanger par téléphone ou par visio. Très vite, on a adopté Zoom pour pouvoir rester ensemble. Et on s'est mobilisé à l'image de ce que Nancy a pu initier aussi sur la plateforme des métamorphoses. On s'est mobilisé pour connaître effectivement la façon dont notre territoire, ses habitants, peut-être aussi ses élus, vivaient cette période particulière. Et ça nous a apporté plein d'enseignements et ça nous a ouvert plein de perspectives sur les travaux futurs du Conseil de développement.
tout ça s'appuyait aussi, il faut le souligner, sur le fait que le précédent mandat nous avait permis de réfléchir à l'évolution du conseil de développement et à proposer un certain nombre de modèles à disposition du nouvel exécutif communautaire pour effectivement adopter un format de conseil de développement pour le nouveau mandat 2020-2026. Donc, c'est cet ensemble-là qui a permis que, à partir du moment où l'exécutif communautaire a pu se mettre en place, il a pu tout de suite, dans sa première séance d'installation, choisir une composition du CDD pour l'agglomération. Et ça s'est aussi précédé d'un certain nombre d'échanges avec le nouvel exécutif. On a pu vérifier et expliquer que ces propositions étaient comprises et ce vers quoi elles nous conduisaient. Très brièvement, je rappellerai que nous sommes sur un format avec 3 collèges, un collège habitant, un collège acteur et un collège représentant des communes, c'est-à-dire que dans une agglomération qui s'est élargie lors du précédent mandat, on a souhaité comme ça disposer de points d'appui qui permettent d'être présents sur l'ensemble du territoire et d'avoir des dialogues renforcés avec l'ensemble des communes qui participent de l'agglomération. Ce qui fait que cette composition adoptée clairement nous a permis de lancer en novembre-décembre la campagne d'inscription au conseil de développement sur ces 3 collèges, habitants, acteurs, représentants des communes, et simultanément, et grâce, et ça c'est indispensable, au travail interactif extrêmement fort, on pourrait, à l'image de la cohésion de l'atome, parler ici de l'interaction forte entre l'équipe technique du conseil de développement, donc sa directrice et son assistante, sont en interaction permanente avec l'ensemble des techniciens de l'administration communautaire. Et ça, c'est extrêmement riche pour nous parce que ça déborde et ça enrichit le cadre direct de la gestion, de l'impulsion et de l'administration du conseil de développement. Ça nous nourrit beaucoup et du coup, nous avons pu participer de la préparation du pacte de gouvernance qui sera très prochainement signé. Et je compte beaucoup sur Isabelle pour préciser tous les endroits où je ne suis pas parfaitement explicite ou clair. À partir donc de janvier, nous avons pu, sur une campagne qui nous permettait de compter déjà sur plus d'une centaine de volontés de participer à travers les différents collèges au nouveau conseil de développement, envoyer des documents précis, bien construits, avec des synthèses sur les expériences passées, avec une présentation claire sur ce qui était attendu de l'engagement de chacun, y compris avec la charte d'engagement à l'intérieur de ces documents, pour préparer la plénière qui s'est faite, effectivement, étape 4, en visio, début février 21. Très rapidement aussi, on a pu faire appel à des volontaires pour la mise en place d'un comité d'animation, organe donc d'animation qui existait aussi précédemment, donc absolument sur la même ouverture volontaire. Et il y a exactement le lundi de la semaine, c'était le 1er mars, hein, donc lundi de la semaine précédente, nous avons pu réunir ce comité d'animation en présentiel. En présentiel, dans un espace vraiment adapté pour le faire. Et nous avons pu prendre connaissance de chaque candidature individuelle qui est pour l'instant retenue
hein, nous pensons prendre un temps de prise de connaissance respective pour savoir si, au début de l'été, tout le monde à l'intérieur continue, vérifie son engagement et participe donc du comité d'animation qui va travailler pendant 3 ans. Nous avons d'ailleurs, je le dis au passage, rencontré un petit problème au sein de ce comité d'animation. Notre règlement intérieur prévoit 2 choses. Une volontaire qui est celle du nombre, de se limiter à 25, on est un peu plus pour l'instant, 28 postulants, et puis une obligation, la parité, et la parité pour l'instant n'est pas atteinte. Dans les 28 membres potentiels du comité d'animation, 16 sont des hommes et 12 des femmes. C'est un des problèmes qu'on va gérer en avançant, et on sait qu'en juin, il nous faudra trancher. Et prochainement, donc, nous aurons une mise en place de webinaires pour comprendre l'agglomération, pour comprendre qui sont à la fois nos interlocuteurs, ceux à partir desquels nous travaillons, pour lesquels nous travaillons et avec lesquels nous travaillons. Tous les termes comptent. Voilà. J'ai juste omis de préciser que, accompagnant la plénière en Zoom, en numérique, nous avons fait se succéder une série de petites réunions de 20 personnes maximum pour revenir et pour préciser tous les points de compréhension nécessaires sur ce que constitue l'engagement au sein du Conseil de développement et les travaux qu'il a à conduire. Certains d'entre eux se faisaient en présentiel et certains d'entre eux se sont faits par réunion Zoom. Et maintenant, j'en viens donc à l'objectif. L'objectif, c'est que à l'été 21, on est effectivement, à travers les propositions du comité d'animation, peut-être prochainement, Isabelle le précisera, non pas forcément des plénières, mais des consultations auprès de l'ensemble des membres, la mise en place d'un plan de travail et la constitution déjà de groupes projets sur des saisines et sur des autosaisines, nous puissions, en début d'été, confirmer l'engagement de l'ensemble des membres du comité d'animation et puis adopter une co-présidence collégiale, comme c'est le cas déjà depuis 7 ans. Et dans l'immédiat, on a fait quelque chose de glissant qui a toujours été validé par notre interlocuteur exécutif communautaire. Le comité d'animation a été validé dans ses propositions de travail, le comité d'animation intérimaire. La coprésidence intérimaire a été reconnue comme étant légitime jusqu'à l'installation d'une nouvelle coprésidence. Et voilà la façon dont nous travaillons pour l'instant. Et je passe la parole à Isabelle qui va apporter, je pense, toutes les précisions sur les endroits où j'aurais pu omettre de les donner. Merci André. Alors effectivement, Isabelle, il y a plusieurs questions. Peut-être que tu peux y répondre. J'ai vu que tu as commencé à le faire sur la composition du conseil de développement. Donc peut-être que tu peux apporter à l'oral quelques précisions par rapport aux questions qui sont posées. Peut-être pour revenir sur la question autour de la plénière. Donc André en a parlé, hein, mais l'idée c'était vraiment de faire une installation un peu glissante dans le temps. Donc les candidatures n'étaient pas closes en décembre et on continue encore à recevoir des candidatures. Donc on est vraiment sur un processus un peu constant qui n'est pas figé. Et pour nous, l'installation de la plénière donc en vision le 3 février,
on avait préalablement, ce qu'on n'avait pas jusqu'à vraiment fait, mais on avait préalablement envoyé tout un tas de documents enfin voilà, genre une plaquette du Conseil de développement, un petit document qui s'appelait Conseil de développement mode d'emploi, un guide des groupes projets, enfin bon, un certain nombre de documents pour que les personnes qui viennent en plénière le 3 étaient déjà, entre guillemets, un peu acculturées à ce qu'était le Conseil de développement. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque en plénière, quand à un moment donné, on a pu poser des questions, on s'est aperçu que les documents avaient été lus et qu'on avait gagné du temps sur la partie présentation qui est souvent lourde pour garder plutôt un temps interactif. Et puis, pour rebondir sur les propos de Clémence tout à l'heure, on avait effectivement préalablement prévenu les gens qu'on ferait en visio et ma collègue avait reçu un certain nombre de personnes pour expliquer le fonctionnement de Zoom. On s'était rapproché d'Alexandra, on avait trouvé aussi un peu des tutos à envoyer préalablement pour que les gens sachent comment ça fonctionnait. Et puis, on a créé une ligne rouge d'assistance qui a bien fonctionné. On a ouvert globalement la plénière à peu près une demi-heure avant l'aglo, enfin avant la visio. Et pendant cette demi-heure-là, ça nous a permis de régler les derniers problèmes techniques. Et dans la demi-heure qui a suivi également. Et puis, au bout d'une demi-heure, c'était clos. Et on a eu à peu près une centaine de personnes en visio, ce qui était bien. Hein, c'est voilà, presque 80%. Et puis, André en a parlé après. Après, la logique, c'était que cette visio, elle était plutôt dans un champ symbolique. Et on a très vite derrière, dès la semaine suivante, proposé des ateliers qui étaient des ateliers animés par d'anciens membres. Donc, quelque chose qui n'était pas du tout technique, qui était très autour de l'expérience. Et donc, par petits groupes, hein, on va dire entre 10 et 25 personnes. Et on a proposé à la fois des temps en présentiel et à la fois des temps en distanciel pour que les gens viennent, cette fois-ci, être plutôt dans un champ, comment ça fonctionne concrètement, quoi, hein, les réunions des groupes, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné aussi. On a dû toucher à peu près 90 personnes sur ces 5 ateliers. Et du coup, ça nous a permis, entre la plénière et ces ateliers, de visualiser qu'on avait, entre guillemets, perdu une quinzaine de personnes. Et c'est ces personnes-là qu'on a rappelées et à qui on propose d'avoir des entretiens soit individuels, soit téléphoniques, j'en ai fait, pour les rencontrer, pour expliquer ce qu'est le conseil de développement. Juste un point de détail par rapport à ce qu'André, je ne veux pas prendre trop de temps, tu m'arrêtes Alexandra. On a effectivement l'organisation, la fluidité entre notre installation et les temps forts de l'agglomération nous ont beaucoup aidés, puisque hier soir, le pacte de gouvernance, donc, qui prévoit une place assez forte à la question de la participation citoyenne et à la place du Conseil de développement, ainsi que le protocole de fonctionnement qui définit les relations entre le Conseil de développement et l'agglo, ont été votés hier soir. Donc, on a eu la chance d'avoir ces temps un peu forts aussi au niveau de la collectivité qui nous ont permis de garder une bonne dynamique. Voilà ce que je pouvais peut-être rajouter plus techniquement aux propos d'André. Oui, juste peut-être une dernière question pour répondre à une dernière question. Comment va s'organiser le webinaire pour comprendre comment fonctionne l'agglomération, 1h30 pour comprendre l'agglomération, qui intervient dans ce webinaire? Ok, alors en 2017, on avait fait 2 temps, un temps plutôt technique et un temps plutôt politique pour présenter l'agglomération. Là, le choix qui est fait, c'est un webinaire d'1h30, donc c'est en gros 1h30 pour comprendre l'agglo, assez interactif avec des présentations un peu, comment dire, sous forme d'interview. Et là, on a choisi une présentation plus technique parce qu'on est saisi sur le projet de territoire et le projet d'agglomération, enfin le projet de mandature qui vient. Donc, on aura une rencontre entre guillemets, plus politique avec les élus. Donc là, on est vraiment sur un webinaire technique et globalement qui s'organise autour de 3 temps. Donc, c'est le directeur général des services qui vient lancer le débat. Et ensuite, on fait appel à 2 directrices, une qui s'occupe globalement, enfin qui sera chargée plutôt de présenter les compétences de l'agglo, les grands équipements, etc. Et une partie plutôt sur le budget et les grands investissements, en tout cas les grands projets en cours seront portés par le DGS. Donc 1h30, c'est très court. L'idée, c'est que voilà, tout le monde comprenne à peu près les compétences de l'agglo, les grands projets en cours et quelques idées du budget.
on avait préalablement, pendant la période de confinement, travaillé sur un livret d'accueil de l'agglo à envoyer aux membres du conseil de développement qui était déjà pas mal fait. Donc, ça a permis déjà d'avoir un premier niveau d'acculturation. Voilà. Merci Isabelle. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions, mais peut-être que tu pourras y répondre dans la fenêtre de conversation et mettre le lien aussi du conseil de développement où vous avez des documents de présentation qui détaillent bien aussi le mode de fonctionnement, la composition du conseil de développement. Donc voilà, on vous renverra vers ces documents pour en savoir un peu plus. Je laisse la parole à Clémence qui reprend la suite. Si vous voulez bien, on peut passer au deuxième témoignage qui est un autre conseil, donc celui de l'Eurométropole de Strasbourg avec Emmanuel Parodi. Alors la situation pour ce conseil est différente puisqu'il n'est pas encore installé. Mais Emmanuel, tu travailles déjà beaucoup à cette installation. Est-ce que tu peux nous parler du travail en amont que tu es en train de réaliser? Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc nous, l'installation est prévue la mi-avril. Donc, pour reprendre un peu le contexte général, hein, pour l'Eurométropole de Strasbourg, on est au deuxième mandat. Et donc, le choix a été fait de se baser beaucoup sur le bilan du premier mandat fait par le Conseil de développement, les membres eux-mêmes du Conseil de développement, pour produire une délibération pour un peu faire évoluer le cadre de fonctionnement au vu des constats du mandat précédent. Donc, dans le mandat, les choses importantes, hein, justement, pour préparer cette séance d'installation, un élément très important, c'est que dans le mandat précédent, on avait effectivement 3 collèges, donc habitants, personnes ressources et représentants des institutions européennes, puisqu'on est à Strasbourg, et frontalières, transfrontalières, puisqu'on est collé à l'Allemagne. Hein, il n'y a que le Rhin qui nous sépare, donc ce n'est pas grand-chose et il y a des liens vraiment très importants. Le territoire de vie, le bassin de vie, c'est Strasbourg, Kehl, voire l'Ortenau. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et donc, en fait, le choix qui a été fait pour ce nouvel modèle, c'est plus du tout de représentants, plus de personnes ressources nommées, plus de représentants des institutions européennes et seulement des habitants des communes et avec un choix politique fort de vraiment d'essayer d'avoir au moins un représentant de chaque commune. 33 communes dans l'Eurométropole, hein, avec comme pour tout le monde, hein, je pense, une deuxième couronne très différente de la ville-centre, hein, plus rurale. Donc voilà, la volonté que les bassins de vie, la réalité des bassins de vie des habitants, que les habitants qui soient là puissent faire part de leur expertise d'usage par rapport à vraiment la réalité de territoires différents. Et donc, en conséquence aussi, un choix assumé d'une sous-représentation de la ville-centre, hein, puisque avec l'idée aussi que, de fait, dans la ville-centre, il y a aussi un pacte pour la démocratie locale, énormément déjà de dispositifs de concertation, et donc l'idée plutôt que le Conseil de développement développe ses relations avec les dispositifs strasbourgeois et aussi développe tout ce qui est démarche aller vers, présence sur le terrain pour recueillir cette diversité de paroles. Donc, effectivement, on a prévu donc une installation effectivement finalement totalement en distanciel. On avait pensé un moment à cette idée de à moitié distanciel, à moitié présentiel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de risques, disons, de bugs techniques. C'est vraiment le souci de s'il faut faire une captation et comment on gère avec Zoom. Donc, on a préféré faire simple. Et donc, d'autant qu'effectivement, comme là, on est dans un processus de renouvellement très large, le temps, si vous voulez, un peu protocolaire, va se réduire à l'accueil par la présidente de l'Eurométropole et un petit mot du président qui sera nommé également par la présidente de l'Eurométropole. Et après, du travail en groupe. Donc, on a fait appel à un prestataire. C'est vrai que justement, hein, pour pouvoir avoir
quand même cette présence de quelqu'un qui sache gérer justement une réunion en sous-groupe assez vivante, en donnant effectivement comme priorité, enfin des points d'attention, c'est que c'était effectivement l'interconnaissance qu'on voulait comment dire, privilégier, parce qu'en fait on aura maximum 20 membres de l'ancien mandat et disons voilà, entre 70-80 issus enfin d'un appel à candidature. Donc, c'était vraiment un appel à candidature très ouvert, avec pour seule condition, effectivement, appartenir à une des 33 communes de l'Eurométropole. Bon, et avec la limitation habituelle, pas d'élus, pas d'agents, voilà. Hein, et donc, ça, c'était le point. Et pour les habitants, pour les Allemands, en fait, on avait le choix dans un premier temps. Je vois qu'Isabelle a de la visite. C'est la loi du genre. Donc, de faire une nomination par le maire de Kehl, parce que lors du premier mandat, il y avait aussi beaucoup de communication à Kehl, et en fait, finalement, il y avait eu très peu de candidats. Donc, on s'est dit, bon, commençons par des gens motivés, francophones, voilà, qui nous rejoignent, comment dire, volontairement, et après, trouvons des moyens d'aller chercher les autres. Voilà, c'était un peu ça. Donc, pour cette séance d'installation, ce qu'on a prévu en particulier, on doit faire valider le réglage fin la semaine prochaine aux élus, mais c'est aussi effectivement d'avoir cette même attention aux anciens membres, c'est-à-dire que proposer que les anciens membres animent les sous-groupes, parce qu'on sent bien qu'effectivement, une des premières demandes des nouveaux, sûrement, enfin, comme on ne sait pas du tout qui va être là, c'est déjà de comprendre mieux ce qui s'est fait avant. Donc, alors, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est comme on a un cadre qui change beaucoup. Bien sûr, le mandat précédent avait d'ailleurs formalisé très, très récemment, en 2019, son règlement, enfin sa charte et ses règles de fonctionnement. Mais comme le cadre change pas mal, enfin il y a des missions en plus, etc., il y aura quand même un travail à faire voilà, pour que ce règlement soit adapté à ce que souhaite en faire la nouvelle Assemblée. Donc, ce qui est prévu, effectivement, c'est plus des temps d'échange sur un peu qu'est-ce qu'on veut. Pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit être un conseil de développement ouvert? Qu'est-ce que ça doit être un conseil de développement plus proche? Puisqu'il y a cette idée d'être plus proche des communes, plus proche de toutes les catégories de population. Donc, une série de questionnements comme ça. Et puis, effectivement, aussi avec tous les aspects voilà. En fait, ça va être aussi une séance qui est destinée à mieux saisir les attentes des nouveaux membres, puisqu'effectivement, comme il y a beaucoup de renouvellement. Voilà. Donc, et après, effectivement, seront prévus aussi des temps pour affiner, pour recevoir les gens plus voilà, ça aussi, ça nous semblait important. On a aussi prévu des temps de formation ou d'échange. Voilà, cette idée de webinaire, c'est aussi ce qu'on compte faire en mai, de permettre un temps d'échange sur qu'est-ce que c'est l'Eurométropole, comment ça fonctionne, la gouvernance, le fonctionnement de l'administration. Et puis effectivement, les grandes compétences, les grands projets d'ores et déjà en route. Voilà. Donc, On a quelques questions, Emmanuel, oui, qui nous pardon, arrivent dans je la regarde fenêtre en de même conversation. temps. Je Voilà. vais te les dire, ce sera plus facile. Il y a une première question sur la diffusion de l'appel à candidature. Comment Oui. vous avez fait pour diffuser cet appel à candidature? D'accord. Alors, l'appel à candidature, en fait, il y a eu de l'information dans la presse, presse locale notamment, avec des encadrés. Donc, la campagne de candidature, c'était du 15 février au 7 mars. Ça vient d'être clôturé. La semaine prochaine se réunit le groupe de travail des élus chargés de valider les sélections qui sortent. Alors, pourquoi on a eu 455 candidats quand même. Et donc, c'est l'idée d'une sélection la plus automatisée possible pour qu'il n'y ait pas
le choix, c'était que ça soit le plus objectif possible, le plus aléatoire, pour pas laisser la porte à peut-être des soupçons ou pas de subjectivité. Donc, effectivement, c'est à l'aide d'un algorithme informatique que les nouveaux membres, en tout cas, vont être retenus. Pour les 20 anciens, le groupe de travail a fixé 2 critères principaux: l'implication dans le mandat précédent et le fait qu'il soit issu du collège habitant, puisqu'évidemment, puisqu'il n'y a plus de collège personnes ressources. Et il a choisi aussi que la parité soit appliquée sur l'ensemble et pas sur le collège des anciens, parce que comme vous vous en doutez, ben, le collège des anciens est majoritairement masculin, et le groupe n'a pas souhaité, comment dire, il a souhaité aussi qu'il y ait ce passage de relais, ce passage d'expérience, et donc ne pas pénaliser des anciens membres volontaires, bien qu'ils soient des hommes, si je puis dire. Hein. Voilà, donc la parité s'appliquera plutôt à toute la cohorte. Très bien, merci. Il y avait une question aussi sur les sous-groupes lors de la plénière d'installation. Est-ce que tu as déjà une idée des différentes thématiques de ces sous-groupes? En quoi vont consister ces sous-groupes? C'est encore en discussion, donc ça serait plutôt effectivement sur comment je vois le conseil de développement et comment j'aimerais qu'il fonctionne, enfin comment j'aimerais, voilà, mais c'est pas encore très précisé. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que pour mon engagement personnel, pour le fonctionnement collectif, etc. De parler un peu aussi des conditions, des différentes formes d'implication, voilà, parce que ça aussi c'était un constat du mandat précédent, c'est que les missions principales d'un conseil des développements restent cet appui, force de proposition, préconisation sur les politiques publiques, enrichissement des politiques publiques avec des saisines sur des sujets, disons, prospectifs, mais également le souhait d'avoir d'autres formes d'implication, peut-être plus axées sur des actions, des manifestations, notamment pour incarner la citoyenneté métropolitaine et transfrontalière. Et là, c'est notamment une demande des Allemands. Les Allemands, ils aiment bien les choses pragmatiques. Et donc, voilà, il y aura aussi un temps de discussion là-dessus. Jusqu'à présent, effectivement, le Conseil de développement faisait saisine ou autosaisine, mais travaillait vraiment que sur des questions de fond. Là, il y a un souhait de pouvoir aussi travailler sur des questions d'actualité, peut-être intervenir dans le débat public, enfin voilà. Donc, Voilà, et peut-être juste pour préciser pour le tri, entre guillemets, des candidatures. Donc, en fait, vous oui. utilisez un Oui, alors, logiciel et vous avez des critères, c'est ça? Oui, l'algorithme, voilà, il y a 4 critères qui ont été retenus pour les nouveaux. Je parlais des anciens, mais les nouveaux, évidemment, c'est pour ça que pour pouvoir mettre en place un algorithme, il y a 4 critères. La parité, bon, puisqu'elle est obligatoire, donc là, très clairement, du coup, l'algorithme pour les nouveaux membres n'a pas fait 50-50, mais un peu plus de femmes, puisqu'il y en a moins dans les anciens, si vous voulez. Les tranches d'âge, donc 3 tranches d'âge, 18, 29, 30, 59 et plus 60 ans, avec les pourcentages, disons la pondération cible, c'est les pourcentages réels de représentation dans l'agglomération sur la base du recensement de 2017. Et enfin, alors j'en suis là, domaine d'activité, là aussi en reprenant le texte de loi sur l'idée que le Conseil de développement doit refléter domaine d'activité économique, sociale. Donc c'est ces éléments-là qui ont été inscrits dans le flyer de candidature. Dans quel domaine êtes-vous particulièrement impliqué? Les gens n'avaient été obligés de faire qu'une seule réponse pour qu'on puisse, donc économique, social, culturel, éducatif, scientifique, environnemental, et on a rajouté autre quand même pour pas voilà. Et enfin, évidemment, les communes, avec cette idée, avec une condition qui est au moins un membre de chaque commune qui a posé des candidatures. On n'a qu'une commune, enfin, on n'a qu'une commune sur 33 où il n'y a aucun candidat. Donc ça, je pense que c'est plutôt un bon résultat parce que c'était pas le cas. Enfin, il y avait au moins une demi-douzaine, enfin, je sais pas, entre 5 et 10 communes qui n'étaient pas représentées, enfin, dans l'ancien conseil de développement.
Voilà. Et aussi, on a fait dans le flyer, comme vous en parliez, une déclaration d'engagement pour que les gens se rendent compte, quoi, avec l'idée de participer aux travaux et activités et respecter les valeurs partagées, un peu, hein, voilà, de bien commun, enfin, etc. Et alors, une dernière petite question sur le règlement intérieur, enfin, je pense une précision. Voilà, donc le règlement intérieur, je pense qu'il existait déjà et donc il Oui, sera c'est ça. retravaillé avec les nouveaux membres, c'est ça? C'est exactement ça. C'est comme il y a un règlement intérieur qui a été fait par le mandat précédent, mais comme on change vraiment quand même beaucoup, le cadre change pas mal, ben, peut-être qu'ils ne le changeront pas du tout, mais, enfin, mais globalement, voilà, il sera retravaillé. Ça sera sûrement l'objet d'un des premiers groupes de travail, qu'il y ait un petit groupe de travail qui reprenne le texte et qui l'adapte, qui le fasse un peu évoluer si nécessaire. Très bien, merci. Bon, après, je te laisserai regarder s'il y a d'autres questions voilà, dans la fenêtre de conversation où tu peux répondre par écrit. Peut-être Ouais, mettre le lien voilà. aussi pour consulter la page du Conseil de développement sur le site de Oui, l'Eurométropole où il y a sans doute pas d'accord. mal aussi de réponses aux questions qui ont été exprimées. Ouais. Voilà, Clémence, je te laisse prendre la suite. On a un dernier témoignage de conseil de développement, donc, qui est le conseil de développement de Bordeaux Métropole, avec Damien Mouchaille. Alors, à Bordeaux, la situation est encore différente, puisque vous avez lancé un appel à candidature qui va fermer le 14 mars, alors que votre installation, elle est prévue pour cet été. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que s'explique cet écart entre ces deux moments? Qu'est-ce que vous avez prévu entre les deux? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous sur comment dire l'état d'esprit et le dispositif, on est finalement assez proche de ce que André et Isabelle ont présenté sur Angoulême. Je vais y revenir, mais en revanche sur l'organisation calendaire, les choses sont un peu différentes parce que nous on a choisi de se dire qu'on ne réunirait l'intégralité du Conseil de développement qu'en présentiel cet été, et que donc par conséquent, on s'est interrogé un peu sur la manière d'accueillir les membres et de faire en sorte que le Conseil de développement se mette au travail de manière glissante, c'est comme ça qu'on le présente, jusqu'à cette plénière qui n'est pour nous pas une plénière d'installation, hein, c'est pour ça qu'on s'adapte un peu au contexte sanitaire, qui est pour nous une plénière de lancement du programme de travail. Donc du coup, ça va avoir un impact sur notre calendrier, puisque effectivement, nous, on a lancé la recomposition depuis le mois de décembre. Pour le dire assez rapidement, nous, le Conseil de développement est composé de deux manières, deux cercles, un cercle de membres désignés à l'échelle communale, un cercle de membres désignés à l'échelle métropolitaine. À l'échelle communale, donc, chaque commune a deux représentants, donc 58 membres. 56 membres, avec pour chaque commune un homme, une femme, un homme, enfin l'un ou l'autre désigné au tirage au sort. Et pour le cercle des citoyens désignés à l'échelle métropolitaine, là aussi, 48 membres donc, et 24 membres désignés par la métropole à partir d'acteurs repérés sur le territoire et 24 personnes qui rentrent par appel à candidature. Sachant qu'à l'intérieur de ces personnes désignées à l'échelle métropolitaine, on a émis le souhait ou l'hypothèse qu'il y ait une représentation de personnes qui ont des activités sur le territoire métropolitain, mais qui n'y résident pas forcément, en tout cas qu'il y ait une représentation du hors métropole à l'intérieur même du Conseil de développement de la métropole. Donc, sur cette base-là, sur cette architecture que je vous ai présentée, oui, comme on a lancé le travail depuis le mois de janvier plutôt, parce que même si on a écrit en décembre, en tout cas, la recomposition a réellement démarré en janvier. Les membres arrivent légitimement au fur et à mesure en fonction des dispositifs de désignation divers et variés. Et donc, on souhaite je pense que ça, on le vit tous, hein, c'est-à-dire que la période entre le moment où on lance la recomposition et le moment où on installe peut être très long et certains membres peuvent se retrouver avec quelques semaines, voire un peu plus, où ils ont été approchés par la commune, par la collectivité, où ils ont répondu à un appel à candidature et la délai de réponse est un peu long. Et donc pendant ce temps, ils ne commencent pas leur travail au sein du Conseil de développement. C'est pour ça qu'encore une fois que nous, on a
pris le parti d'une installation glissante qui, sur le schéma, correspond un peu, encore une fois, à ce qu'André et Isabelle ont présenté, mais qui acte le fait qu'on n'attend pas d'avoir l'intégralité de tous les membres et de toutes les modalités de désignation arrêtées pour commencer à accueillir les membres qui sont présents. D'autant que, effectivement, comme d'autres, comme l'a présenté Strasbourg, on a aussi des membres qui poursuivent leur mandat et pour lesquels on trouvait un peu lourd d'interrompre le mandat aussi longtemps, d'autant que, comme tout le monde a vécu la période sanitaire, puis le déconfinement, puis le reconfinement, puis le changement d'équipe municipale, enfin métropolitaine. Donc, alors on trouve que tout ça est très long pour les membres qui ont envie de se mobiliser, donc on propose une installation glissante. Donc, comment elle se manifeste? On a tout simplement trois espaces, trois modalités de mise au travail. Une première classique d'accueil des nouveaux arrivants. Là, moi, je ne l'ai pas dit, mais on fait tout en distanciel. Hein. Je ne sais pas si on a une préfecture plus dure que vous, mais on considère que le contexte sanitaire ne nous autorise pas franchement à faire du présentiel. On est en train de vérifier ça en détail. En tout cas, on le gère comme ça pour l'instant. Donc, en tout cas, effectivement, premier bloc de l'accueil sous forme de petits groupes des nouveaux, accueil préparé, là aussi, hein, comme le disait André, je crois, préparé avec les anciens membres, donc un gros travail de jonction entre les anciens et les nouveaux pour faire en sorte qu'ils donnent dès le début les clés un peu de la mobilisation aux nouveaux membres, puisqu'on sait que c'est souvent un moment charnière où les nouveaux membres se demandent un peu à quoi correspond l'instance, quelle va être la réalité de la mobilisation, etc., etc. Et c'est vrai que de l'entendre de la part de ces pairs, c'est plutôt pas mal. Donc, pour ce premier bloc d'accueil, un peu individualisé par petits groupes, qui, là aussi, va se faire au fur et à mesure des arrivées. On a commencé, pour vous dire, ce midi. Donc, accueil progressif, mars, avril, probablement, j'espère pas, mais peut-être encore quelques-uns au mois de mai. Deuxième bloc, c'est un bloc de formation, un bloc en tout cas d'outillage des membres du conseil de développement et là, réouvert à tout le monde, avec la possibilité donc d'avoir un accueil de formation, d'une part des formations sur de l'outillage, comment on se sert de Teams, quelles sont toutes les fonctionnalités, puisque l'on passe par Teams, quelles sont toutes les fonctionnalités mises à disposition d'un point de vue numérique. Toujours sur ce mode outillage aussi, toutes des mises en pratique d'exercices sur comment je me documente, comment je construis un savoir citoyen, comment je peux prendre la parole dans des groupes, comment je peux faire retour de mes expériences. Voilà, tout un accompagnement méthodologique pour occuper le travail du conseil, du membre de conseil de développement. Et enfin, toujours dans ce bloc de formation, donc formation outillage, formation, deuxième bloc de formation, formation thématique, hein, sur les compétences, comme d'autres l'ont dit, hein, formation thématique sur les compétences de la métropole et son mode de fonctionnement. Et enfin, dernier bloc, un bloc aussi formation sur les anciens travaux du conseil de développement. Ça a été un souhait des anciens membres quand on a préparé avec eux l'accueil des nouveaux. Ils nous ont dit, mais nous, ça a été difficile de nous repérer sur ce qu'avait produit le conseil de développement avant. On voulait faire en sorte de ne pas réinventer des choses sur lesquelles ils se seraient mobilisés préalablement. Donc, on aura aussi un bloc où on va présenter les anciens travaux, quelles ont été les conclusions principales, quand est-ce qu'ils ont été faits, etc. Donc ça, c'est le deuxième espace de travail, donc c'est plutôt de l'espace de travail de formation, en fait d'être mis à l'aise avec l'exercice du mandat des membres. Et dernier bloc, ben là pour le coup c'est le bloc plus classique de travail du conseil de développement, parce qu'on sent quand même qu'il y a une demande, en tout cas quand ça me paraît légitime, quand les membres sont désignés, de pouvoir rentrer rapidement dans le travail. Donc un premier, donc dans ce bloc-là, un peu dans cet espace mis au travail, un travail sur les autosaisines, tout de suite, voilà, savoir quels sont les sujets qu'ils voudraient traiter, et puis une mise au travail collectif de ces sujets, avec, et pour le coup, encore une fois, c'est le contexte sanitaire qui nous l'impose, mais je trouve que c'est finalement plutôt positif, avec la possibilité de présenter du coup à la métropole, quand il y aura cette plénière de rencontres physiques
et de mise au travail, de pouvoir faire dès à ce moment-là remonter les sujets de causes sur lesquels il faudrait se mobiliser. Et puis, donc, toujours dans cet espace un peu mise au travail, le démarrage de groupes de travail avec ceux qui sont là en fonction de l'actualité de la métropole. Voilà, pouvoir être réactif, puisque c'est aussi délicat pour la métropole, on l'avait ressenti sur les mandats précédents, pour des nouveaux élus en tout cas, d'arriver et de se dire qu'ils doivent attendre 6 mois, voire 1 an pour pouvoir confier des missions au conseil de développement. Donc nous, là, sur ce mandat, on l'a géré de 2 manières. D'une part, évidemment, on a assuré la transition et on a eu une première salle, un premier programme de travail pour les membres qui étaient en place avant même qu'on ne démarre la recomposition. Donc on s'est exprimé sur le pacte de gouvernance comme d'autres, sur une démarche sur les mobilités parce qu'elle était d'actualité en particulier. Voilà, et puis donc lancement de la recomposition et nouveau programme de travail après cette recomposition. Voilà, ce qui a permis, de notre point de vue aux élus, de tout de suite mettre le conseil de développement dans le travail parce qu'ils avaient des demandes immédiates, de temporiser un petit peu le temps qu'on réinstalle et de relancer du travail, peut-être dans la période transitoire et en tout cas plus certainement d'ici à l'été. Donc voilà les grands principes de notre fonctionnement. Merci Damien. Donc apparemment tu as été très clair parce que je ne vois pas de questions dans la fenêtre de conversation. Donc, voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à notre deuxième séquence d'atelier où effectivement on va tous vous mettre à contribution et on compte sur vous pour ces ateliers. Alors, je vais partager ma fenêtre, ça sera plus facile. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de travailler en petits groupes. Donc, on va avoir combien de groupes 6 ou 7 groupes, si je ne me trompe pas, dans lesquels vous allez être répartis de manière aléatoire. Donc, dans chaque groupe, on va vous proposer de vous organiser de manière autonome dans chaque groupe. Donc, avec une personne qui sera le rapporteur pour après pouvoir faire état des réflexions en séance plénière quand on se retrouvera, une personne pour veiller à la bonne circulation de la parole et une personne qui surveillera effectivement le temps. 2 questions pour ces ateliers. Donc, quels sont les enjeux d'une séance d'installation ou de réinstallation, bien sûr. Et deuxième question, à partir des enjeux que vous avez identifiés dans les différents groupes, comment y répondre à distance. Donc, pour faciliter la restitution, on va vous proposer de remplir des post-it virtuels via Framamemo. Donc, peut-être Clémence, si tu peux mettre le lien dans la fenêtre de conversation, ce sera plus facile pour cliquer dessus. Donc, on vous conseille déjà d'ouvrir cette page qui vous permettra ensuite d'y accéder plus facilement. Clémence et moi, nous passerons dans les différents groupes. Voilà, donc on se donne jusqu'à effectivement 16h10. Voilà, 16h10, ce sera retour automatique dans la plénière pour garder 20 minutes effectivement pour partager les réflexions de l'ensemble des groupes. Donc voilà, j'espère que c'est clair, que vous avez pu noter les questions parce que la présentation après, elle disparaît. Donc il faut retenir quels sont les enjeux d'une séance d'installation et comment y répondre à distance. Et puis maintenant, la magie de Zoom va opérer. Montse va nous répartir dans les différentes salles. Donc oui, bien sûr, il faut appuyer sur le bouton rejoindre. Vous voyez diviser en groupe, rejoindre, ça vous permet d'aller dans les salles. Voilà, Montse, je te laisse gérer les petits soucis techniques s'il y en a. Alors, normalement, nous sommes toutes et tous de retour dans la salle plénière. J'espère que les échanges ont été intéressants et riches. Donc, ce qu'on vous propose pour cette dernière séquence, c'est de pouvoir mettre en commun les différents échanges qui ont eu lieu dans les salles. Donc déjà, on a un bon aperçu avec le mur de post-it, où on voit déjà de nombreux enjeux qui apparaissent.
et puis aussi des réponses sur lesquelles vous avez pu travailler toutes et tous ensemble. Alors, pour faire plus simple, on va procéder peut-être par salle, en commençant par la première salle, la salle numéro 1, dans laquelle il y avait notamment Yves Londechamp. Donc, est-ce que vous avez défini un rapporteur pour nous partager vos réflexions en 5 minutes, ou même un peu moins? Sandrine, on va faire un mixte avec Rachel, parce que Rachel notait les post-it. Et moi, je prenais les notes en parallèle parce qu'on n'était pas très convaincus des post-it. Enfin, ça marchait pour certains, pas sur d'autres. D'accord, très bien. J'y vais, Rachel, et tu complètes? Oui, vas-y. Parmi les enjeux principaux que j'ai notés, accueillir les nouveaux membres de manière formelle, officielle, notamment par les élus, par les présidents des EPCI, de l'EPCI ou des EPCI, démarrer un nouveau mandat, comprendre les attentes de chacun, créer du lien au sein du Conseil de développement et avec les élus, accueillir les nouveaux membres et assurer un tutorat ancien-nouveau. C'est les principaux que j'ai retenus. Rachel? Oui, il y avait, c'est très complet, hein, mais il y avait vraiment cette notion importante pour remplacer un peu la convivialité qui manque ou encore qui n'est pas encore là parce que les gens ne se connaissent pas. Donc, de développer l'interconnaissance et on est sur accueillir les membres pour qu'ils se sentent attendus. Voilà, marquer le début de quelque chose de nouveau, mais essayer de faire que les gens se sentent entrer dans un réseau, on va dire. Ok, très bien. Et pour, voilà, vous avez fait à la fois les enjeux et les réponses, c'est ça? Alors, sur les réponses, je vais te laisser compléter. Moi, j'ai noté en tout cas sur les moyens d'y arriver, ça veut dire que si c'est à distance, il faut une équipe technique et tout le monde ne l'a pas. S'il faut assurer en amont, une demi-heure avant, le service assistance et pendant la séance. Si c'est en présentiel, ça veut dire que c'est en petit comité. Et donc là aussi, il faut multiplier les salles, les groupes, il faut des moyens bénévoles et ou techniques. Et sinon, c'est aussi la question du moment. Si on est en couvre-feu, on ne peut pas se réunir. Est-ce qu'on peut se réunir le samedi matin? Sachant qu'en semaine, généralement, ce n'est pas possible de réunir des membres bénévoles qui travaillent. Rachel, tu complètes? Oui. Alors, juste, s'il y a quand même des réunions en présentiel, donc en petite jauge ou avec un plus grand nombre de personnes, mais sur des espaces beaucoup plus grands, forcément, à cause des distanciations, ça veut dire multiplier les équipes d'animation. Et donc, pour certains, ça passe par la mobilisation de bénévoles. Et donc, ça nous fait rebondir sur une des premières préoccupations dans l'installation et renouvellement du CODEV, c'est la part des anciens par rapport aux nouveaux, puisque pour faire un tuilage ou pour faire bénéficier de son expérience, voilà, il faut pouvoir s'appuyer sur quelques anciens encore présents. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Alors, on va passer Voilà à la salle 2. Donc, la salle 2, dans laquelle il y avait notamment Véronique Cerruti de Metz Métropole, qui est rapporteur de la salle 2. Alors, c'est moi, parce que j'étais le seul mec du groupe. Et comme d'habitude, c'est toujours les nanas qui prennent les notes. Ben, c'est moi qui m'y suis collé. Alors, on a plein... C'était hyper dense. Hein. Du coup, ce sera quand même malgré tout un peu décousu, mais on n'avait pas tous accès au post-it. Mais l'une d'entre nous y a eu accès. Et je pense qu'elle a absolument tout rempli, ce que je vais vous dire. Le premier souci qu'on a dans une plénière d'installation, c'est d'éviter de perdre la moitié des gens. Et on les perd parce qu'on les dégoûte sur une espèce d'asphyxie par trop d'infos, pas une asphyxie trop technique, trop de termes techniques, de jargon, d'acronymes, etc. Donc c'est quelque chose
pour lesquels il faut faire extrêmement attention et plus considérer finalement l'installation comme une étape symbolique, en disant voilà, comment on compte sur vous. L'enjeu de ce qu'on vous confie, là, qu'on vous regroupe, ce n'est pas les politiques publiques et les compétences. On les verra plus tard dans un séminaire, on va vous expliquer tout ça, mais on compte sur vous parce que vous êtes capable de penser différemment pour compléter et augmenter notre réflexion. Et donc ça a été quelque chose qui nous a vraiment semblé important. Il nous a semblé aussi important que dans ce temps symbolique, de projeter des résultats qui ont été acquis par les précédents, expliquer à quoi ça a servi, sans pour autant cacher les échecs, parce qu'il y a des choses des fois qui sont préconisées et qui ne prennent corps que plusieurs années plus tard. Donc ça veut dire qu'il faut aussi inscrire les citoyens qui vont être dans le conseil de développement dans une mission un peu douloureuse de temps long. C'est pas parce qu'on le dit que ça va être accepté tout de suite. Donc il y a un jeu qui est compliqué. L'exécutif doit avoir une position d'accueil et pas d'exigence. C'est-à-dire que voilà ce que j'attends de vous. Donc c'est vraiment, en gros, c'est je compte sur vous, n'ayez pas peur, tagada, plutôt que dire je remplis une obligation réglementaire. Alors là c'est le pire de tout. C'est-à-dire, en gros, voilà, je suis le bouche-trou réglementaire. Après, bonjour, tu m'as dit quoi? Rien. Ok, je m'en vais. Donc, du coup, voilà, je compte sur vous, c'est hyper important. Tous les conseillères et les conseillers qui vont se trouver dans cette séance plénière doivent comprendre que rien n'est établi. C'est-à-dire, trop souvent, on dit, voilà, l'exécutif a organisé les sujets, le président, la présidente, etc. Donc, comprendre qu'au départ de l'action, on confie une mission, une responsabilité, un enjeu, on compte sur vous, maintenant organisez-vous. C'est ce que dit la loi. Et c'est vraiment important de considérer qu'on ne subit pas une stratégie préétablie en coulisses. Très important. Je ne reviens pas sur le gardien des acronymes et du jargon, etc. Donc, je suis moins organisé. Qu'il y a la nécessité, après, alors j'ai parlé du séminaire pour comprendre les politiques publiques et les enjeux, tout ça c'est important, mais dans un second temps. Mais dans le même second temps, il y a, ou peut-être même avant, la nécessité de se connaître. Donc on a imaginé, ce n'était pas le terme employé dans notre conversation, dans notre groupe, mais de speed dating entre nous, en sous-groupe. T'es qui toi? On ne se connaît pas, etc. Enfin, beaucoup de conseils de développement sont renouvelés très majoritairement. Nancy, il est renouvelé à 80% quasiment. Metz, pareil. Strasbourg, pareil, etc. Donc, les gens ont besoin de se connaître. Et pour la dernière question, c'est comment se passe un renouvellement à distance? Globalement, c'est insatisfaisant. Mais... Petite intervention. Est-ce que vous pouvez juste couper votre micro? Ah, on n'a pas la traduction alsacienne. Hein, c'était l'Alsace. Bon, donc, je suis toujours en ligne ou, Oui, on t'entend. Ah voilà, excuse-moi. Et donc, faire une remise en place à distance, globalement, ce sera satisfaisant. Mais bon, on ne va pas chialer. On n'a pas le choix, etc. En revanche, c'est là où les systèmes peut-être moins mastoc, plus petits, sont vachement plus résilients. C'est que les petits conseils de développement, eux, vont pouvoir le faire. Parce qu'un petit conseil de développement à 30 ou 40 personnes, ça va être assez facile de trouver un espace pour pouvoir faire du présentiel. Un conseil de développement de 100, 150 ou 200 personnes, cash, ça ne va pas être possible. Donc, du coup, bravo les petits conseils de développement. Rapidement, Dominique, pour laisser du temps pour les autres groupes. Oui, alors, dernier point. Dans cette mise en place à distance, il faut absolument qu'il y ait une prise de parole des anciens conseillers qui n'y retournent pas. C'est-à-dire vraiment expliquer leur vécu et comment dire, ce qu'ils vont pouvoir, ce que chacun va pouvoir apporter en retour d'expérience. Voilà.
mais un truc pas du tout engagé, puisque ce seraient des conseillers et des conseillères qui ne retourneraient pas. Voilà. Désolé, j'étais trop long, il ne fallait pas me confier la mission. C'est ça. Non, voilà. Merci beaucoup, Dominique. Alors, la salle 3, dans laquelle il y avait André Curmy, notamment de Grand Angoulême. Qui est le rapporteur de la salle 3? Je vais faire ça. Oui. Cécile, donc, bon, nous, on n'a pas été très organisés. On a plutôt parlé à bâton rompu, puisqu'il y avait des gens qui posaient des questions, qui étaient en démarrage, qui voulaient en savoir un peu plus. Alors, on s'est un peu livré à ça. Alors, moi j'ai proposé de dire, bien évidemment, sur les enjeux d'installation, ce que j'ai mis d'ailleurs dans des post-it. Et ils vont compléter éventuellement s'il y a des choses qui sont importantes, qui n'ont pas été dites. Hein. Alors, sur les enjeux d'installation, bon, au-delà d'installer officiellement le conseil, c'est-à-dire lui donner de la consistance quelque part, hein, puisque c'est le moment où on va se voir à défaut de se rencontrer. Donc, c'est très important de l'officialiser, parce qu'à partir de là, le conseil existe, en fait. Moi, je trouve ça, c'est une marque importante de démarrage. Vient tout de suite et immédiatement, me semble-t-il, l'occasion, au moment de l'installation, d'enlever toutes les ambiguïtés sur le rôle du CODEM. Alors, on ne les enlèvera pas toutes parce qu'au fil du temps, effectivement, il y a des gens qui vont revenir et dire « mais je n'avais pas compris que c'était ça ». Mais il faut être clair quand même, c'est-à-dire il faut pouvoir dire les capacités d'un conseil de développement et ceux pour lesquels il n'est pas fait. C'est-à-dire, on ne va pas attendre d'un conseil qu'il agisse à la place des élus, par exemple, hein, et qu'il influence les élus aussi. Il peut les influencer, mais il ne prend pas la décision à la place des élus. Donc, tout ça, c'est très important, me semble-t-il. Je verrai également, enfin, moi, il me semble important aussi, l'acte d'installation peut donner un sentiment d'appartenance au groupe, c'est-à-dire je fais partie du conseil, il est installé, je suis vraiment membre du conseil, ça ressemble un peu, ça se rapproche de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et un moment important aussi, c'est rappeler quelques règles du jeu, rappeler qu'effectivement, nous sommes indépendants des élus. C'est très important, me semble-t-il, et qu'à ce titre d'indépendance, eh bien, il y a une neutralité, une certaine neutralité dans le conseil, dans le déroulement, dans le fonctionnement du conseil. Les appartenances politiques ne doivent pas être les premiers sujets de conversation, bien évidemment. Voilà. Alors, pour la distance, pour l'installation à distance, alors évidemment, comme vient de dire le prédécesseur, donc on rêve tous évidemment d'une installation en présentiel. Et nous, c'est une raison pour laquelle on a repoussé la constitution du conseil et le travail du conseil, parce qu'on ne se voyait vraiment pas faire un conseil à distance. Alors, on n'a pas résolu le problème parce qu'il va être installé soit fin juin, soit au mois de septembre. Donc, il peut se passer des choses et il peut y avoir des autorisations entre-temps. J'ai retenu que certains parlaient de procédure mixte, c'est-à-dire à la fois le faire en distanciel, mais aussi en présentiel, pour répondre à ceux qui peut-être ne peuvent pas se déplacer ou qui ont trop de kilomètres à faire. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, ça, si c'est faisable. Et le tout numérique, évidemment, pose la question par rapport aux gens qui ne sont pas habitués à utiliser le distanciel et qui pourraient se décourager rapidement et même forcément, peut-être même dès le départ. Et ça, c'est un risque, effectivement, qu'on voudrait absolument éviter. Voilà. Bon, mes collègues, là, les autres qui étaient dans le groupe, au secours. Merci. Moi, je pense que c'est déjà c'est bon, très complet. Bien. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la salle 4. Donc, les personnes qui étaient dans la salle 4, est-ce que vous avez désigné un rapporteur dans la salle 4? Je peux rappeler qui était dans la salle 4 parce que nous, on avait des couleurs au départ. Alors, je Oui. n'ai pas vu qu'il y avait des numéros. Jean-Marie ou Jean-Marc Clerget. Je n'ai pas écrit le prénom, je suis désolée. Jean-Michel. Jean-Michel, pardon. Bon, bah, je peux rapporter un peu. On s'est surtout présenté les uns les autres parce qu'on peut constater qu'on a des statuts qui sont un peu différents. Moi-même, Conseil de développement du Pays de Sarrebourg, on est une association. Et en tant qu'association, on a un bureau, un conseil d'administration et des assemblées plénières, ce qui fait qu'on fonctionne un peu différemment des CODEF qui sont intégrés à une collectivité.
Cela dit, je pense que l'important, c'est effectivement pour les nouveaux arrivants, c'est l'accueil, parce que là aussi, on a beaucoup de nouveaux arrivants, c'est qu'on doit illustrer ce qui a été fait par le Conseil de développement pour les rassurer et montrer l'utilité d'appartenir à ce Conseil de développement, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est parce qu'il faut partir très vite dans des réalisations, parler des thèmes, donner les priorités. Alors pour ça, on s'appuie sur les conclusions de l'Assemblée générale qu'on a pu avoir. Alors nous, on l'a eu au mois de décembre de l'année dernière, donc on a déjà des pistes de travail. On va, lors du prochain conseil d'administration qui va se tenir la semaine prochaine, décider des priorités à traiter. Donc pour pouvoir ensuite organiser la suite, travailler en sous-groupe, désigner des leaders sur chacun des sous-groupes. Et c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens, parce qu'il faut trouver les leaders derrière, ce n'est pas simple. On a un petit groupe de 7 personnes qui constituent le bureau, qui eux sont très actifs, mais parmi les 57 autres personnes qui travaillent dans le conseil, il faut que des gens se désignent un petit peu pour s'engager à travailler. Et puis le gros point, c'est qu'on a étraîné avec nos AG les outils de travail en distanciel, Zoom en particulier. On a eu quelques petits soucis, donc on s'est attaché à familiariser tous les participants au CODEV avec l'outil. C'est ça qui est très important pour éviter que des problèmes techniques en cours de réunion ne viennent perturber les réunions. Il faut qu'on puisse travailler sur le fond sans se poser les problèmes de la technique. Or, on n'a pas d'équipe technique, on est obligé de se débrouiller tout seul, et donc on prend quelques précautions. On essaye de faire venir avant les réunions les personnes qui n'ont jamais travaillé avec Zoom, enfin avec un outil de distanciel, pour les familiariser à quelques manipulations de base. Et on reprend, comme vous l'avez fait au démarrage, je pense, on rappelle les règles de fonctionnement en distanciel, de façon à ne pas avoir trop de perturbations, trop de gens qui se coupent la parole, parce que ça, c'est très, très perturbant. Je pense qu'effectivement, il faut aussi tout faire pour amener les consensus. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne préparation antérieure à la réunion, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de conflit qui sont alors là très, très perturbateurs dans le distanciel. Voilà. Très bien. Je n'ai pas résumé ce qui s'est dit. Par contre, je pense que c'est ce que je ressens, moi, de la pratique de ce qu'on a fait depuis l'année dernière, depuis la nouvelle installation du CODEV. Très bien, merci pour ce partage. Alors, il nous reste 2 salles. La salle 5, dans laquelle il y avait notamment Céline Rigour de la métropole de Rennes, enfin du conseil de développement de la métropole de Rennes. Est-ce qu'il reste des personnes de la salle 5 ? Alors moi, je suis toujours là, mais ce n'était pas prévu que ce soit moi forcément qui restitue. Et j'ai plus le nom c'est Florian Mouriot, je crois, qui s'était proposé. Oui, c'était Florent. C'était voilà. Florent et Arnaud a noté. Bon, on vous écoute. Donc, j'étais en train de chercher le micro, mais pour les enjeux d'une séance d'installation, nous, le premier point, c'est de poser un cadre de fonctionnement aux nouveaux arrivants. Alors, c'est ça un peu le premier point et le premier axe pour préciser les missions, l'importance de son rôle en lien avec les projets du territoire et savoir quels sont les comment dirais-je, les membres doivent être clairement, les rôles des membres doivent être clairement définis entre les rôles effectivement des élus qui doivent prendre des décisions et les membres du conseil de développement qui eux peuvent préconiser des avis ou des préconisations. Alors, ce qu'on a pensé aussi, c'est dans la séance d'installation, c'est de soigner les conditions d'intégration. Donc, ça va être aussi un peu dans la réponse en permettant de se connaître et de prendre un temps en démarrage de connaissances, surtout en plus en distanciel où on va éviter on va pas avoir ces moments de convivialité et donc éventuellement utiliser là comme on avait la fonctionnalité de Zoom de couper les séances plénières et de prendre ce temps et de connaissances et de présentation grâce à ces moyens numériques.
Et aussi, le dernier post-it vert qui est dans le plan, c'est d'avoir les moyens de présenter les moyens de fonctionner après, et donc d'expliquer les méthodologies. Et on a parlé aussi des formations éventuellement qui pourraient être données. Et donc, pour répondre à la deuxième question sur comment on peut y arriver à distance, donc c'est d'avoir des échanges informels avant l'installation de l'assemblée. C'est ce qu'on avait pensé. Donc, je redis, la création d'un temps de convivialité pour créer du lien. Alors, c'est compliqué parce que le post-it est petit. On a mis des outils et il y a un NTIC, mais je ne sais plus ce que ça voulait dire, ça. Désolé, ce n'est pas moi qui ai noté. Prévoir du temps avec des objectifs différents entre les différentes... Ah non, ça, c'était la salle 2, ils nous ont... pardon, il y a un post-it qui n'était pas à nous. Définir un programme et présenter les étapes clés des groupes de travail et sensibiliser les élus qui peuvent effectivement octroyer des moyens pour le conseil de développement et aussi définir, alors c'est quelque chose qui est important dès le départ, c'est définir les modalités d'intervention de la gouvernance, donc de choisir un peu, si vous voulez, alors là on n'en a pas trop parlé, mais ça peut être une gouvernance à plusieurs têtes, une co-présidence, un bureau, une équipe d'animation qui permettra après de gérer le flux des données et des avis. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Un peu compliqué alors, avec les post-it. Dernier groupe, la salle 6, dans laquelle il y avait notamment Sandrine Bosetti, qui est en charge de nous faire un petit retour. En fait, j'avais mis des post-it et puis peut-être je vais refaire j'avais pris les notes également. Oui, alors tu entends un petit peu de loin, je crois. Pardon, vous m'entendez là? Oui, c'est un peu mieux. Ouais. On a beaucoup discuté parce qu'on avait quand même des formes différentes de conseils de développement qui étaient autour de la table, on va dire. Mais alors, en plus, on arrive en synthèse de tout le monde, donc on va essayer d'être un peu plus... Voilà. Donc déjà, peut-être, cette réunion d'installation va permettre de comprendre ce à quoi sert un conseil de développement et surtout ce à quoi sert un membre de conseil de développement. C'est-à-dire que c'est vraiment un collectif. Donc voilà, ça permet aussi de commencer à créer une identité commune, de faire comprendre qu'on fait partie justement d'un groupe, d'un conseil de développement et donc de commencer à créer cette identité commune. Ça peut servir également de passer le flambeau entre les anciens quand il en existe ou même s'ils ne sont pas renouvelés et les nouveaux, et de permettre quand il n'y a pas d'équipe ou une équipe qui est réduite, que ces anciens soient aussi des personnes ressources pour les nouveaux. S'il y a des questionnements, des choses comme ça, les anciens peuvent être des personnes ressources. Il y a aussi quelque chose de très important qui est ressorti, c'est de légitimer le conseil de développement. C'est-à-dire qu'à un moment, cette réunion d'installation permet, face à l'EPCI, face au président, face aux élus et aux services, de faire comprendre que voilà, il y a quelque chose qui existe, c'est bien ce conseil de développement, et de le faire connaître aussi à l'extérieur, c'est-à-dire inviter la presse, qu'on puisse faire un retour de l'installation de ce conseil de développement et de le faire connaître, mieux connaître. Et cette installation-là doit être aussi un moment de convivialité et donc pas trop aussi d'assommer les gens, mais de leur permettre de faire une interconnaissance, donc peut-être par petits groupes. Voilà, ça doit rester un moment de convivialité, même si c'est à distance, c'est d'essayer de trouver des travaux en petits groupes. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Peut-être les gens qui étaient dans le groupe, s'ils veulent rajouter quelque chose. Merci Sandrine. Alors, je suis désolée, on a débordé un peu sur le temps.
Voilà, mais c'est important de faire cette synthèse à la fin. Nous, on garde le mur de post-it avec Clémence et voilà, on en fera aussi une synthèse voilà, de l'ensemble de ce webinaire avec effectivement cette partie atelier. Donc, il nous reste à vous remercier pour votre participation pour ce webinaire. Donc, on vous en proposera d'autres aussi. Si vous avez envie qu'on aborde des thématiques bien précises, vous pouvez nous faire des propositions par email. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous faire part de vos idées, de vos souhaits par email. Voilà, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. 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 Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.